Alors, Gérald Bronner, je voudrais qu'on poursuive avec vous. Vous êtes sociologue, et c'est vrai que quand on pense à la recherche, à la génétique, on sent des craintes, des angoisses chez dans les populations, parfois aussi chez une catégorie nouvelle et particulière qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Ces spécialistes autoproclamés du risque sanitaire. Je voudrais que vous nous aidiez à nous y retrouver dans tout cela, entre ce qui est véritablement de l'attente sociétale et ce qui est plutôt du militantisme, et j'allais dire, pour faire plaisir à certains d'entre vous, du militantisme à 2 balles. Oui, à 2 balles, mais qui coûte cher. Oui, je vais essayer effectivement d'éclairer ces questions qui me passionnent. Je crois que, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Cohen, il y a des questions qui sont profondément cognitives là-dedans, dans la perception des coûts, des bénéfices. Et ce que vous avez dit là, dans ces échanges, ne m'étonne guère. Et en même temps, ce qui est frappant, c'est que les incommodités que vous rencontrez, elles sont présentes dans bien d'autres secteurs. Peut-être le savez-vous, peut-être ne le savez-vous pas, mais vous seriez étonné du nombre de secteurs qui sont frappés, peut-être pas aussi fort que vous, ça dépend des thématiques, par ces incommodités, par ces représentations de l'opinion publique, par ces alertes incessantes. Il y a quelques jours, j'étais avec Luc Ferry, par exemple, à la rencontre de cardiologues. Eh bien, j'ai découvert, à ma grande surprise, que les cardiologues étaient frappés de plein fouet par ces questions, qu'ils s'interrogeaient justement sur la possibilité ou sur, disons, l'opportunité de faire encore des recherches dans ce domaine, dans la mesure où leur domaine, eux aussi, et ça c'est un point de commun avec ce que je viens d'entendre, leur domaine aussi est frappé d'une grande instabilité réglementaire. Et cette instabilité réglementaire, elle occasionne une difficulté à prévoir l'avenir, et donc elle représente un coût d'innovation qui est très fort, parce que pour innover, il faut faire un pari sur l'avenir, par définition. Et comme nous avons tendance, dans nos anticipations sur le futur, de faire des tangentes au présent, eh bien, quand vous êtes sur des sables mouvants, c'est extrêmement difficile. Quand vous ne savez pas si dans 1 an ou dans 2 ans, vous serez encore autorisé ou pas à développer tel ou tel type de recherche ou tel type d'option de recherche, eh bien, c'est évidemment très difficile. Donc soyez assurés que les difficultés que vous rencontrez, soyez assurés, mais pas forcément rassurés, que les difficultés que vous rencontrez dans votre secteur, elles sont rencontrées aussi dans d'autres secteurs. Alors c'est ce que je vais essayer de vous dire, et allant à votre rencontre, j'ai pensé... voilà, d'abord, innovation et idéologie de la précaution. J'ai pensé à cette citation d'un de nos plus grands moralistes, La Rochefoucauld, et il n'y a point d'éloge qu'on ne donne à la prudence. Cependant, elle ne saurait nous assurer du moindre événement. Tout se passe comme si, dans notre société actuelle, cette sagesse de La Rochefoucauld avait été parfaitement oubliée, n'est-ce pas? Et la question de l'innovation en particulier est incarcérée, en fait, dans un récit presque permanent qu'on trouve à la fois dans les médias, que je veux dire orthodoxes, vos quotidiens, la presse, la radio, mais aussi dans ce média, on va dire hétérodoxe, qui est Internet, sur lequel je reviendrai en conclusion de ce petit exposé, parce que c'est un point essentiel de ce qui est en train de nous arriver. Car si, en effet, la situation économique d'aujourd'hui peut-être se comparer à certains points, comme l'a fait le professeur Cohen, à des situations du passé, en revanche, la situation informationnelle, cognitive que nous connaissons aujourd'hui n'est, à ma connaissance, en aucun point comparable à ce qui a pu se produire. Nous vivons donc un moment absolument historique, et bien malin celui qui pourrait dire ce qui va en sortir. Donc on va essayer, entre nous, là, de raisonner un peu avec l'imagination du pire, en espérant que ce pire se produira pas, mais enfin, quand même, en restant un peu sur nos gardes. Alors donc, cette innovation technologique, elle est en effet enserrée dans un récit permanent, disais-je, qui grosso modo met en scène une industrie qui manque totalement de vertu et qui, pour des raisons économiques la plupart du temps, cherche à faire prendre des risques sanitaires ou environnementaux donc à la population. C'est le récit type qui nous en sert, et ce récit est d'autant plus convaincant, il se répand d'autant plus facilement qu'il est vraisemblable, mais non pas vrai, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'un certain nombre des craintes, notamment qui touchent votre secteur, sont à coup sûr illégitimes. L'histoire que je vais vous raconter très brièvement, c'est le fait que le vraisemblable tente à se substituer au vrai. Il y a une concurrence entre le vraisemblable et le vrai, et les conditions d'organisation du marché de l'information aujourd'hui tentent à donner trop souvent l'avantage au vraisemblable plutôt qu'au vrai. Pourquoi? Eh bien parce que ces récits, entre autres, même si je ne pourrais pas tout vous raconter là dans les quelques minutes, je vais quand même essayer d'aller à l'essentiel, ces récits s'adossent au fonctionnement, je dirais, ordinaire de notre cerveau. Ces récits jouent dans le camp du fonctionnement ordinaire de notre cerveau, qui est extrêmement incompétent
pour concevoir, je dirais, rationnellement la question du risque. J'en veux pour preuve ce petit schéma qui est classique, qui a été fait par un de nos collègues qui s'appelle Slovic, et qui montre, vous voyez, en abscisse, le nombre de morts par an aux États-Unis, et en ordonnée la représentation de ces nombres de morts. On s'aperçoit, là je n'ai pas le temps de détailler le graphique, je vous demande donc de me croire sur parole, on s'aperçoit que certains risques sont extrêmement surestimés, alors que d'autres sont extrêmement sous-estimés, comme par exemple les accidents cardiaques ou les accidents vasculaires, tandis que les morts par inondation ou tempête, en fait, toutes les morts qui sont spectaculairement mises en scène par les médias sont évidemment surestimées assez naturellement. Alors si ces risques sont surestimés, c'est évidemment en raison de deux facteurs. La façon dont ils sont mis en scène bien par les médias, on y reviendra. Et le deuxième point, le fait que ces mises en scène, encore une fois, soient adossées à une certaine représentation mentale que nous pouvons avoir du risque. Ces représentations, et là je ne vais pas seulement parler des donneurs d'alerte, des militants qui ont un intérêt idéologique à activer ces représentations. Ils ont un intérêt, mais la plupart du temps je les crois assez sincères, hein, c'est ça le problème. Bon, il doit y avoir il y a toujours du machiavélisme hein, chez certains, mais je pense qu'en général, c'est pas la peine de faire cette hypothèse. Il suffit simplement de leur prêter de la sincérité. Ils croient ce qu'ils croient, ils ont des raisons de croire ce qu'ils croient, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Et pourquoi est-ce qu'ils croient si fortement à ce qu'ils croient, et pourquoi nous croyons si facilement à la mise en scène de ces risques? Eh bien, encore une fois, parce que nous sommes porteurs de ce que j'appellerais des illusions mentales. Alors les illusions, nous savons tous ce que c'est. Par exemple, prenons une illusion d'optique. Je vais vous demander de me croire aussi, parce que vous n'aurez pas de mètre pour comparer. Mais là, les deux segments roses sont de la même longueur. C'est proprement incroyable, vraiment, parce que nos yeux nous commandent de croire autre chose, mais si vous connaissez cette illusion, votre cerveau sait que ce n'est pas vrai, mais vous avez beau savoir que ce n'est pas vrai, vous ne pouvez pas faire en sorte que vos yeux voient autre chose, que le deuxième segment est plus long que le premier. Et pourquoi est-ce que nous croyons ça? Tout simplement parce que ces deux informations, qui sont pourtant les mêmes en termes de longueur, ces deux informations sont mises en scène d'une certaine façon. Elles sont mises en scène, en l'occurrence, par des lignes de fuite qui nous font croire que l'une est plus grande que l'autre. Toute la question dont on va parler, c'est en fait la mise en scène d'informations particulières, et cette mise en scène va exciter une certaine interprétation. Alors, illusion d'optique, vous allez me dire, oui, ça je sais bien, mais quel rapport avec ce dont on parle? Parce qu'il n'y a pas seulement que des illusions d'optique, il y a aussi des illusions, on va dire, cognitives. Alors, je vais vous tester un peu, si vous voulez bien. Ça va vous distraire, j'espère, mais je ne ferai pas passer de feuilles, rassurez-vous. Voilà un petit problème, le plus simple que je connaisse. Peut-être que vous le connaissez d'ailleurs, sans doute aussi. Une balle de baseball et une batte coûtent ensemble 110 €. La batte coûte 100 € de plus que la balle. Alors, combien coûte la balle? Je ne vais pas vous faire donc passer une feuille, et je sais qu'on n'est pas vraiment dans des conditions expérimentales ici, vous vous méfiez de ce que je suis en train de vous proposer, mais vous m'accorderez sans doute qu'il y a une suggestion au moins qui est venue à votre esprit, même si vous doutez bien qu'elle est fausse, qui est de 10 €. Vous dites, voilà, la balle et la batte ensemble 110 €, la batte coûte 100 € de plus, donc non. C'est une mauvaise réponse, parce que si la balle coûte 10 €, ça veut dire que la batte coûte 110 €. 110 plus 10, c'est 120. La bonne réponse, et qui est assez contre-intuitive, c'est 5 €. La balle coûte 5 €, la batte coûte 100 € de plus, elle coûte donc 105. 105 plus 5 égale 110. Vous voyez que c'est un simple problème d'addition, d'arithmétique, à la limite qu'on pourrait faire rassurez-vous, moi je tombe dans tous les pièges, donc sentez-vous très à l'aise. Je ne parle pas de ma tour d'ivoire, sinon je ne pourrais pas travailler sur la question. D'ailleurs, ce qui me permet de travailler de l'intérieur de cette question, c'est que précisément je tombe dans ces pièges. Je comprends pourquoi vous êtes sociologue et moi journaliste. Il n'y a pas de problème. Et donc, ce que je veux vous montrer simplement par ce petit exemple, c'est que nous portons en nous des illusions cognitives qui n'ont rien à voir ou pas grand-chose à voir finalement avec notre niveau d'études, avec l'endroit social duquel nous parlons. Nous avons une disposition à nous tromper dans certaines structures de problèmes. Et précisément, ce qui est dramatique dans la situation que nous vivons, c'est que les structures de problèmes telles qu'elles sont présentées d'un point de vue médiatique, en particulier lorsqu'elles touchent la question de l'innovation technologique, donc excitent en quelque sorte certaines des pentes les moins honorables de notre esprit. Quelle est cette structure typique de problème? Ce n'est pas la seule, mais je fais donc très, très rapidement. La structure typique du problème, c'est un risque qu'on pourrait faire prendre aux populations, dont on accorde, même les donneurs d'alerte, accordent que la probabilité de risque elle est très faible. Par exemple, est-ce qu'il est dangereux de vivre près d'une antenne relais?
Est-ce que c'est cancérogène, hein? Eh bien, il y avait 50% de nos concitoyens qui le croyaient en 2005. En 2010, 20% de plus. Hein, près de 70%, 69 très exactement, 49-69, pensent que c'est cancérogène de vivre près d'une antenne relais, alors que cette crainte est, jusqu'à preuve du contraire, hein, on parle toujours comme ça en science, illégitime. Hein, un récent rapport de l'ANSES vient de le réaffirmer. Bon. Et pourtant, on a 2 tiers de nos concitoyens qui le croient. Ce risque, typiquement, ils ne croient pas que vivre à côté d'une antenne relais vous provoque obligatoirement le cancer. Ils ont l'impression simplement qu'on augmente imperceptiblement ce risque et donc il vaut mieux s'abstenir. Ils veulent bien téléphoner, bien entendu, mais si possible, ne pas avoir une antenne relais près de chez eux. Bon. Donc on est face à un très faible risque, à une faible probabilité, que pondère un coût qui, par contre, est conçu comme exorbitant. On le comprend, c'est le risque d'une maladie qui est tout de même mortelle. Donc ça, c'est typiquement la structure des problèmes dont on parle. Faible probabilité qui pondère un coût qui est considéré comme exorbitant. Or, eh bien, des travaux menés dans les années 50 du XXe siècle ont commencé à montrer que nous avions tendance à surestimer beaucoup les très faibles probabilités. Nous les surestimons naturellement avec un coefficient de x10 et x15. Cette idée a été testée des dizaines de fois et aboutit à une courbe qu'on nomme les courbes de Prelec, parce que c'est lui le dernier qui a travaillé sur ces questions. Je la schématise comme ceci. Elle est assez simple à comprendre. En abscisse, vous avez les probabilités réelles, en quelque sorte, et en ordonnée, la représentation psychologique de ces probabilités. Si nous avions une représentation parfaitement rationnelle de ces probabilités, eh bien, ce rapport entre vraie probabilité, si je puis dire, et représentation psychologique serait décrite par la droite affine que vous voyez en pointillé. Or, la droite psychologique réelle montre une torsion très forte de la représentation des probabilités, notamment aux alentours des faibles probabilités, qui donc sont surestimées quelquefois avec un coefficient de x10 ou x15, et de la même façon, les très fortes probabilités sont plutôt sous-estimées. Hein, ce qu'on avait retrouvé déjà avec les courbes de Slovic tout à l'heure, les cas de mortels assez rares sont très sous-estimés, alors que les problèmes cardiovasculaires qui sont très courants sont très sous-estimés. Évidemment, ce n'est pas la seule explication, parce que je vous ai dit aussi que la mise en scène médiatique, le taux d'exposition médiatique était aussi fondamental pour comprendre cela. Le deuxième point, celui des coûts et des bénéfices, est aussi très important. Le fait est que, par exemple, nous avons tendance à percevoir les bénéfices de façon, au fur et à mesure où ils augmentent, le contentement psychologique que nous en avons diminue. Il y a comme un écrasement logarithmique, hein, si vous voyez comment sont les courbes en logarithme. Pour l'expliquer très simplement, je vous dirais tout simplement que si vous gagnez 1 million d'euros à la loterie, vous êtes heureux. Enfin, moi, je suis heureux, ça dépend de votre niveau de revenu, évidemment. On va supposer que la plupart d'entre nous, on est quand même un peu heureux. Hein. Moi, je vous dirais juste c'est tout. Sauf les premiers rangs, excusez-moi. C'est eux qui viennent de me souffler ça. Donc, vous êtes heureux si vous gagnez 1 million d'euros à la loterie, mais si vous gagnez 3 millions d'euros, vous n'êtes pas 3 fois plus heureux. On va dire que vous êtes plus heureux, mais pas 3 fois plus heureux. Il n'y a pas donc de rapport proportionnel entre le contentement psychologique que vous avez et l'intérêt matériel que vous pouvez recevoir. D'accord ? C'est un peu la même chose pour les coûts, mais ce qui est tout à fait stupéfiant, ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'on a pu montrer, notamment le prix Nobel d'économie, Kahneman, en 2002. Il a été prix Nobel en économie en 2002, mais il a pu démontrer ça avec son collègue Amos Tversky quelques années avant, eh bien qu'on avait tendance à avoir plus de considération pour les coûts que les bénéfices. Et il a même été montré expérimentalement, même si c'est un peu artificiel, évidemment, il faut incarner tout ça dans la vraie vie, comme on dit, mais c'est quand même une mesure intéressante. Il a été montré que pour compenser 1 euro de coût, il fallait 2,5 euros de gain. Par conséquent, si vous faites une narration de votre innovation technologique qui va focaliser l'attention publique sur les faibles probabilités et sur les coûts, et non pas sur les gains qu'elle est censée proposer et qu'elle apportera sans doute, eh bien évidemment, la partie est perdue d'avance. Or, c'est exactement de cette façon que la société médiatique, que nous-mêmes, nous tous, y compris pour les raisons anthropologiques que je viens de vous souligner, eh bien que nous percevons de plus en plus ces innovations technologiques. Voilà la courbe des pertes et des gains. Je la commande pas trop. Vous voyez qu'il y a un écrasement, comme je vous le disais, logarithmique. Et vous voyez que pour la même valeur de gain engagée, eh bien l'équivalent de la perte est de 2,5 psychologiquement.
Donc, toutes ces dispositions que je viens de montrer, il y en a beaucoup plus en réalité qui sont impliquées dans les questions qui nous intéressent. Ces dispositions, elles sont en quelque sorte anthropologiques. Quelle est leur origine? On pourra en discuter si vous voulez, mais là, ce sont vraiment des questions presque qu'on appelle de psychologie évolutionniste ou pas. Je ne sais pas si c'est absolument inné ou en partie acquis, peu importe. En réalité, ce sont des dispositions qui sont très bien répandues, qui peuvent être anticipées d'un point de vue statistique et qui sont impactées, mais faiblement, par les éléments culturels, hein, le niveau d'études, etc. Bon. Mais ces dispositions, elles demeuraient privées pendant longtemps. Nous avons donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, quand je vous dis qu'il se passe quelque chose d'historique en ce moment, ce n'est pas là-dedans que c'est historique, ça c'est anthropologique en quelque sorte. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors d'un mot pour conclure, ce qui se passe, c'est une révolution sur ce que j'appelle le marché cognitif, le marché de l'information, si vous préférez, qui, pendant longtemps, a tenu dans des espaces de radicalité un certain nombre, disons, d'argumentations. Par exemple, l'argumentation anti-vaccin, elle n'existe pas d'aujourd'hui, mais on voit aujourd'hui se répandre un recul de la vaccination. Parce que les questions dont on parle n'ont pas seulement que des impacts économiques, elles ont aussi malheureusement des impacts sanitaires. Parce que si on observe une baisse de la couverture vaccinale, y compris en Allemagne d'ailleurs, pas seulement qu'en France, sur la rougeole par exemple, c'est bien parce qu'un certain nombre de croyances fondées sur de mauvaises dispositions, de mauvaises conceptions du risque, tentent à se répandre dans l'espace public. Et si ces argumentations tentent à se répandre dans l'espace public, c'est aussi, même s'il faut se réjouir de la démocratisation de l'information que constitue Internet, c'est un des aspects, sans doute une des façades obscures d'Internet, qui a largement amoindri le pouvoir de ce qu'on appelait les gatekeepers, c'est-à-dire ceux qui décidaient qu'une information allait devenir publique ou pas. Donc ce qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est plutôt une massification de la démagogie cognitive. C'est-à-dire que ce qui se répand le plus facilement, c'est donc ce qui est vraisemblable. Quand le vraisemblable correspond au vrai, tout va très bien, mais quand il y a un écart, quand l'un va à U, l'autre va à dia, et en particulier pour le cas du risque, eh bien les choses ne vont pas très bien. D'autant que cette pression concurrentielle, en fait, ce qui caractérise ce marché, c'est un marché, disons, d'une certaine façon dérégulé, avec une pression concurrentielle très forte. Eh bien cette pression concurrentielle sur le marché orthodoxe que constitue Internet de l'information, elle s'exerce aussi sur les médias qui sont, eux, hétérodoxes, je voulais dire, sur les médias orthodoxes, à savoir les journaux habituels, les journaux que vous lisez, la radio, etc., qui sont impactés par cet effet de concurrence. Donc pendant longtemps, dans toute démocratie, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, on ne peut que souhaiter ce libéralisme cognitif. Personne n'a envie que l'État mette sous tutelle la diffusion de l'information, un peu comme en Chine ou dans d'autres États. On a vu comment la Chine a réagi par rapport aux rumeurs d'Internet. Enfin, moi, je ne souhaite pas des mesures de type liberticide. Je ne fais qu'un diagnostic. Mais je constate tout de même que donc, pendant longtemps, et je conclurai là-dessus. Donc là, ça, c'est évidemment une des données de cette révolution de marché cognitif, le nombre tout simplement d'internautes qui progressent de façon géométrique. Pendant longtemps, la concurrence, le niveau de concurrence de l'information était favorable à la vérité. Dans un État où vous avez un monopole de l'information, la fiabilité de l'information est faible. Seulement quand ce niveau de concurrence progresse, quand la pression du niveau de concurrence progresse, il y a une augmentation de la diffusion de la rapidité de l'information et donc une plus grande difficulté à la maîtriser et aussi à la vérifier, un temps de vérification qui ne correspond plus du tout. Donc le temps de la science ne correspond plus du tout au temps médiatique et on peut supposer que le niveau de concurrence de diffusion de l'information croissant fait probablement baisser la fiabilité de l'information. Et ça, évidemment, c'est une situation inédite et disons un peu inquiétante.